Ça, c'est mon premier vrai métier d'ailleurs, entrepreneur social. Ce caractère malsain de la bureaucratie française, bon, tu l'as à l'échelle bien entendu du monde académique, qui est particulièrement corrompu à cet égard. On me disait tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas. J'ai décidé d'y arriver. Rien n'est gratuit sans raison. Rien n'est gratuit sans raison. Il y a une catégorie de personnes, tu ne peux plus les récupérer. Ils sont dans la matrice si tu veux. Le premier de la classe, madame, est-ce que j'ai le droit versus la vraie vie. Bon, tout le monde me dit que j'étais fou. Tu sais, la légitimité dans l'entreprise, c'est un mot qui n'existe pas. Rien n'est gratuit sans raison. Rien n'est gratuit sans raison. Si aux États-Unis, quand tu as payé 40 000 $, je peux t'assurer qu'ils ne te font pas un coup pareil. Parce que là, ils savent que c'est toi qui as douillé, que c'est toi qui payes les profs. En France aussi, c'est toi qui payes les profs, vu que c'est les impôts de tes parents qui les ont payés. Mais ils n'ont aucune reconnaissance vis-à-vis de ça. Donc c'est ce caractère malsain de la bureaucratie française, bon, tu l'as à l'échelle bien entendu du monde académique, qui est particulièrement corrompu à cet égard, mais tu l'as un peu partout, tu l'as dans tout un tas d'autres aspects de la vie publique française. Et comment t'as fait toi pour, je veux dire, si jeune, avoir 3 doctorats, comment t'as organisé ta vie? Tu t'es dit, allez, il y a 24 heures dans un jour, tu dors 8 heures, comment tu fais sur 16 heures pour étudier, je veux dire, tous les jours, et encore, moi, après une semaine, je serais gavé d'étudier. Et déjà, et clairement, si t'aimes pas ça, c'est même pas la peine d'essayer. C'est-à-dire que si tu prends pas du plaisir à le faire, t'as aucune chance de tenir le coup. Un doctorat, c'est un petit mariage, mine de rien. Et l'immense majorité des doctorants sont en mariage forcé. C'est le Pakistan, mec. C'est, tiens, là, le gros, là, tout laid, boutonneux, qui a 30 ans de plus que toi, bah, c'est avec lui que tu vas t'épouser, et puis c'est tout. Enfin, c'est avec lui que tu vas faire l'amour, que t'auras tes gosses, que maintenant tu la fermes, t'y vas. Bon. Ça, c'est la majorité de tous les doctorants en France. Ils arrivent, il y a de l'argent qui est là, il y a un directeur de thèse qui a envie d'étudier la reproduction du hérisson à Singapour. Toi, tu arrives, tu t'es engagé, tu voulais avoir le Nobel, tu voulais changer le monde. Ah merde, pour 1 500 € par mois, c'est la reproduction du hérisson. Donc tu vas rentrer là-dedans, tu n'en as aucune envie. C'est pour ça que la majorité des doctorants souffrent. Tu regardes les statistiques, c'est assez flippant. Moi, évidemment, j'ai systématiquement choisi mes sujets. Systématiquement. C'était une condition. Tu vois, tu as l'effet bizutage. C'est-à-dire, les gars qui ont été bizutés, ils peuvent pas supporter que tu n'aies pas été bizuté toi. Tu arrives dans une école, les grandes écoles en France, c'est un cas d'école pour ça, le bizutage, etc. Tu as même eu des morts quelquefois. Mais quand tu as souffert pour rien, tu n'es pas très content qu'un mec il n'ait pas souffert. Mais ça, si tu veux, ça a informé ce dont je parle aujourd'hui, ce dont je parle dans mes bouquins. C'est-à-dire, souffrir pour être productif, c'est pas obligatoire. Je sais qu'il y a tout un tas d'abrutis qui sont en dépression en plus, ils ont la double peine. Non seulement ils vont pas être productifs, mais en plus ils vont être dépressifs, qui te disent attends, si t'es pas en train de souffrir, si t'es pas en train... T'es un imposteur et tu ne peux pas être productif. Et des gens qui ont vécu ça, tu pourras plus les rattraper. Pourquoi? Parce que c'est horrible de s'admettre à soi-même qu'on s'est menti. Que ces gens-là puissent un jour s'admettre à eux-mêmes qu'ils se sont mentis, qu'il y avait moyen de faire du meilleur travail que ce qu'ils ont produit dans leur vie, sans souffrir, en étant plus heureux, sans être bizuté, en étant respecté, c'est pas possible. Intellectuellement, il y a une catégorie de personnes, tu ne peux plus les récupérer. Ils sont dans la matrice si tu veux. Tu peux absolument plus leur dire gars, t'as souffert pour rien. Je suis désolé. Bon, l'avantage c'est que t'as 50 ans, il te reste plusieurs décennies devant toi, tu vas pouvoir éventuellement maintenant faire ce que t'aimes et tu verras que tu seras plus productif, compétitif même si on veut utiliser ce terme. Il y en a, non, ils sont pas prêts à voir ça en face. Donc l'idée de faire 3 doctorats, c'est impossible si t'as pas aimé ça. Impossible, je te le dis, tu ne pourras pas le faire, sauf si tu prends de la Ritaline, que tu prends des dopants cognitifs, que tu dors pas, que tu exploses ta santé, mais autrement c'est pas possible si tu fais pas ce que tu aimes. Alors comment ça s'est passé, si tu veux, comment j'ai choisi ces thèmes? Je rentre de Stanford et là, retour à la dépression, j'étais en dépression à Normal Sup, je reviens, là c'est encore pire, je rentre dans une formation, mon Dieu, mais regarde, c'était assez flippant dans des bâtiments amiantés, enfin t'imagines le truc. Je retrouve la banlieue où j'étais quoi. C'est une prison de béton, et là en l'occurrence c'était une prison de béton avec de l'amiante dedans. Enfin, tu sens vraiment que t'as le monde qui te dit gars, faut que tu souffres. Et puis tout un tas de gratte-papier autour qui sont contents d'être dans leur bureau amianté, qui sont contents d'être là. Regarde, si tu travailles dur, tu seras à ma place plus tard. Tu seras dans mon 8 mètres carrés amianté sans fenêtre, tu vois. Si tu travailles dur, si tu commences par avaler les couleuvres que je vais te faire avaler dans ton master et dans ton... Les gars, vous êtes gentils, mais moi j'ai un peu de mes projets personnels et donc je vais vous dire de bien aller vous faire foutre et je vais faire ce que j'aime. Alors, je commence à faire du conseil, j'ai des clients, ça me fait gagner un peu d'argent, je crée une société de microcrédit au Sénégal qui tourne encore. 37 plantations maintenant, on a passé les 37 plantations de moringa, on aide les femmes à planter des arbres. Et c'est un arbre dont tu peux manger les feuilles, l'écorce, les racines.
et très riche en différentes vitamines. Et donc cet arbre, très riche en protéines aussi. Et en plus, il lutte contre la désertification. Les Sénégalais l'appellent le never die parce que never die en anglais. Tu peux couper toutes les feuilles, il va repartir quasiment, quoi. Et donc très intéressant à cultiver, aussi bien d'un point de vue économique que d'un point de vue social. On alphabétise des femmes là-dessus. Ça fait 9 ans. Ça, c'est mon premier vrai métier d'ailleurs. Entrepreneur social. J'ai commencé à créer ça en 2009. Donc 10 ans maintenant. Est-ce que, tu vois, quand tu t'es lancé justement dans ce premier projet d'entreprise, est-ce que tu t'es senti légitime? Est-ce que tu t'es dit... Tout le monde m'a dit que j'étais fou. Tu sais, la légitimité dans l'entreprise, c'est un mot qui n'existe pas. Je veux dire, ça c'est, tu vois, le premier de la classe. Madame, est-ce que j'ai le droit? Versus la vraie vie. Bon, la vraie vie, c'est fais-le, mec. Le créateur de Nike, le créateur d'Amazon, Steve Jobs. Tu crois qu'il était légitime à faire de l'informatique, Steve Jobs? Il avait aucune formation, il n'a jamais programmé de sa vie. C'est pas programmé, le mec. Il va devenir patron d'une société informatique. Tu crois qu'il est légitime? Sa légitimité, c'est zéro. Mais il avait des idées fantastiques. Et quand on a créé Apple, c'est lui qui soulevait des problématiques pertinentes. Pourquoi une entreprise n'est pas organisée comme ça? Pourquoi cette personne plutôt que celle-là ne fait pas ce travail-là? On ignorait totalement ce que les gens allaient faire de tout ça quand on a débuté. En fait, au début, c'était conçu principalement pour Woz et moi. On ne pouvait pas se payer un kit d'ordinateur. Alors on prenait des pièces sur les Hewlett-Packard et les Atari. On a travaillé sur un concept pendant 6 mois et on a décidé de fabriquer notre propre ordinateur. Et Hewlett-Packard, dont le professeur à Stanford dit « barrez-vous ». Mais barrez-vous gentiment, tu sais. Le professeur à Stanford de Bill Hewlett et David Packard leur dit « mais les gars, vous êtes trop intelligents pour rester dans mes cours ». Ça, c'est ce réalisme à l'américaine que tu verras jamais en France. Je verrai jamais un prof français dire « vous êtes trop intelligents pour rester dans mes cours ». Bon. Mais là, le gars dit « changez le monde ». La vraie vie, c'est la vraie université. La vraie université, c'est l'existence. C'est les épreuves de la vie, c'est les trucs sérieux. C'est pas un devoir sur table pendant 1h30 qui va déterminer qui tu es. C'est une réalité absolue, on a oublié ça. Les gens qui croient sincèrement que c'est une série de devoirs sur papier qui vont déterminer qui ils sont. Chaque époque a eu comme ça des vices profonds, ça c'est un vice profond. Ce qui détermine qui tu es, c'est la vie. Il n'y a aucune autre épreuve qui va déterminer qui tu es. Et tu prends tout un tas de glorieux diplômés qui ont été testés par la vraie vie et qui se sont chiés dessus. Dans le cas français, Gamelin, bien nommé. Donc, Gamelin, c'était le chef de la défense française en 40. Quand les Allemands ont écrabouillé la première puissance militaire mondiale, ce mec-là était major de Saint-Cyr, la meilleure académie militaire de France. C'était le meilleur général du monde. Ouais, du monde sur le papier. Dans la vraie vie, il s'est fait complètement détruire et c'est tout. Donc la légitimité dans l'entrepreneuriat, c'est quelque chose c'est du pipeau irlandais, vraiment. Tu n'as pas de légitimité, c'est tu le fais pas, point. Et si t'échoues, tu recommences. À l'école, si t'échoues, des fois on te dit non mais arrête, c'est pas fait pour toi les maths. C'est pas vrai, bon, la médecine en France, on manque de médecins. Bah, t'as 2 ans pour essayer. T'as 2 ans, je crois que maintenant t'as le droit de tripler, je sais plus, mais t'as que 3 essais pour être médecin. Si jamais t'as raté tes 3 essais, ah bah tiens, tu vas aller en Belgique, tu comprends? Parce que la France, comme d'habitude, a une excellente opinion de la Belgique. Donc, si tu veux, dans la vraie vie, tu n'es pas vaincu tant que tu n'as pas abandonné. Ça, c'est la vraie vie. Ce que disait Michael Jordan, qui expliquait que son coach disait que c'était un branleur en basket. Michael Jordan, t'aurais été éclaté de rire de voir ce que son coach disait de lui au collège-lycée. Et lui, il a continué jusqu'à devenir le plus grand joueur de basket de tous les temps. Michael espérait briller sur les terrains de basket. Mais lors de sa 2e année de lycée, il subit une terrible déception. I'm the coach who cut Michael as a sophomore. He was still growing, he was a good ball player, but we didn't think he was good enough yet to really make the contribution on the varsity that we felt we needed. En persévérant, Michael fut sélectionné l'année suivante, jouant si bien qu'il parvint à obtenir une bourse à l'Université de Caroline du Nord, riche en tradition du basket. Mais certains émettaient encore des doutes quant à son talent. I told him to go into math. That's where the money was. Coming up in high school, I wasn't that known as a basketball player. I mean, everyone felt I was going to go to North Carolina, sit on the bench for 4 years, and then come back home and work at a local gas station or something. Ça, c'est la vraie vie, la légitimité, honnêtement. Malcolm X, il en parlerait beaucoup mieux que moi. Malcolm X se dirait, la légitimité, c'est un instrument de domination, puis c'est tout. Parce que la légitimité, c'est quoi? C'est une autorité qui te dit qui tu es.